et à tous. Je suis Stéphane Thébault et depuis maintenant une vingtaine d'années, je fais des émissions de télévision qui ont attrait à l'habitat de manière très générale, architecture, décoration, source d'inspiration, tout ce qui fait aujourd'hui le plaisir de vivre dans une maison. Il y a 20 ans, on avait fait le pari que la maison allait devenir l'un des centres d'intérêt majeurs pour le consommateur. Je crois qu'on ne s'est pas trop trompé et ça nous arrange tous ici, un petit peu. Bienvenue sur le salon Esprit Meuble pour voir qu'aujourd'hui, la façon de penser l'ameublement, l'agencement, la circulation dans la maison, c'est aussi quelque chose de technique, technologique et scientifique. Et vous allez nous expliquer tout cela tous les deux. Merci Céline d'être avec nous, merci Vincent aussi. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Takeoff. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est votre rôle ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Takeoff est un studio de design. Donc nous designons pour des industriels, des distributeurs en Europe. Et ce qu'on aime bien chez Takeoff, c'est s'appuyer sur des études que l'on réalise en général 2 fois par an pour savoir ce que le consommateur souhaite, ce que l'utilisateur souhaite. Voilà, pour après réussir à faire des produits qui vont bien fonctionner. Est-ce que c'est une démarche totalement novatrice ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, les designers étaient dans leur bureau à crayonner, à proposer ensuite des solutions d'aménagement sans pour autant se soucier des attentes véritablement du consommateur ? Ce que vous faites aujourd'hui, c'est complètement nouveau ? Je peux pas savoir si on a une approche qui est totalement nouvelle. En tout cas, nous, vraiment, c'est important de ne pas se baser que sur le style. C'est-à-dire, le style est forcément très inspirationnel et le style, on le côtoie en permanence. Mais on a vraiment besoin dans ce métier, je pense, d'associer ça à des études pour être au plus près du besoin, puisque le meuble, c'est de l'esthétique et c'est une fonction. Et c'est ce qui permet ensuite au consommateur d'être serein quand il achète son produit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le bilan de ces différentes études, c'est de se dire que le comportement du consommateur a énormément changé, a énormément évolué ? En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que, et ça, je pense que les années 2020 retiendront ça, c'est que avec les différents confinements, on s'est retrouvés à la maison et ce que l'on faisait spontanément à l'extérieur de la maison, on le fait désormais à l'intérieur. Alors on va continuer à sortir parce que c'est important, mais la maison est vraiment devenue un endroit extrêmement pluriel où on a différentes activités. Et c'est ça qui amène, je pense, le consommateur à chercher de nouvelles fonctions, à revoir complètement son agencement. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est sur un marché actuellement qui est plutôt porteur. Est-ce qu'il y a une pièce de la maison maintenant, Céline, qui sort peut-être du chapeau ? C'est-à-dire que fut un temps, on prêtait beaucoup d'attention à la cuisine parce que c'était le lieu de convivialité par excellence. Après, on s'est intéressé aussi à la salle de bain ou les salons de bain, comme on appelait ça. Les chambres, bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre pièce aujourd'hui qui vraiment fait focus sur l'intérêt du consommateur ? Alors, toutes les pièces de la maison ont été réellement impactées par cette évolution des comportements des consommateurs. Mais il y en a une en particulier qui n'est pas vraiment une pièce d'ailleurs, qui est un peu entre les deux, mais c'est l'entrée. L'entrée des maisons, l'entrée des appartements, qui pour tout un tas de nouvelles attentes, de nouvelles attitudes consommateurs, doit certainement faire l'objet d'une réflexion et d'une offre plus fournie que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Alors, c'est déjà d'une part la signature, je dirais, décorative de la maison dans son ensemble, mais c'est aussi, comme le disait Vincent, il y a de multiples fonctions qu'on effectue à l'extérieur, qu'on vient effectuer à l'intérieur, ou en tout cas la façon de vivre dans sa maison est différente, et il faut réorganiser l'espace pour pouvoir y accueillir, justement, quand on parle de nomades, les trottinettes ou d'autres objets qu'on n'avait pas l'habitude de mettre pour l'instant à cette place de la maison, dans l'entrée ? Oui, c'est ça. On verra tout à l'heure avec deux focus sur les nouvelles attentes consommateurs que l'entrée doit répondre à de réels nouveaux besoins de plus en plus multiples et de plus en plus volumiques pour accueillir les objets en lien avec les nouvelles mobilités, les nouveaux comportements à la maison, à l'extérieur, les façons de consommer, se faire livrer. Voilà, c'est vraiment une des pièces, entre autres, qui peut faire l'objet
d'une vraie création, d'une vraie créativité. Quand on parle de famille et de consommateurs, il y a aussi peut-être de nouvelles familles qui apparaissent, de nouveaux besoins dans l'habitat qui apparaissent, que vous avez, vous, identifiés ou non? Clairement, il y a beaucoup de nouveaux besoins. C'est cette maison plurielle qui... On peut télétravailler, on a envie de s'occuper de soi, de se relaxer. Une grande partie de la population pratique le yoga à domicile. Donc quand on télétravaille, quand on fait du yoga, quand ensuite on reçoit des amis ou on est en famille, il faut manger. Ça, c'est ce qu'on faisait historiquement. Le gaming, on verra tout à l'heure en détail l'impact du gaming sur la maison. Il y a énormément de nouvelles activités. Je regarde le tableau et l'écran qui est juste derrière vous, je vois qu'il y a les voyages, le contemporain, l'industriel, l'urbain. Vous dites ce sont des tendances majeures, vous les appelez comme ça? Voilà, on va défiler ensemble les 4 tendances majeures du moment qui, pour nous, ne sont que des évolutions des 4 points cardinaux du style qui sont installés depuis maintenant plusieurs années, qui sont le contemporain, le voyage, l'industriel et l'urbain. On va dire que ce sont les points cardinaux. On tient à dire, nous, que dans le meuble, on peut constater que l'évolution de style est plus douce et plus lente que les autres univers de la maison, comme la déco ou l'accessoirisation ou le textile. Très bien. Puisque c'est un achat engageant et c'est un achat de moyen long terme. Donc les tendances de style, elles s'agrègent dans des courants, sur lesquels c'est quand même intéressant de s'appuyer parce que il y a quand même des évolutions intéressantes. Par exemple, la tendance voyage ethnique qui existe depuis un moment. Aujourd'hui, elle vient embarquer, nous on l'appelle ailleurs, parce qu'elle vient embarquer tout un tas d'influences diverses et plurielles. Peu importe la géographie, peu importe le territoire d'inspiration, pourvu que ça nous fasse voyager et que ça ouvre. Et le trait commun à ces influences, c'est des influences très solaires. Vraiment, c'est des territoires qui sont baignés de soleil. Et donc les finitions vont être très torréfiées, très caramel, les bois vont se rougir un peu. Est-ce que c'est, d'après vous, Céline, une tendance qui vient d'une frustration qu'on a pu connaître pendant de nombreux mois où on n'a pas pu partir en voyage, et là on ramène justement l'exotisme à l'intérieur de nos maisons? Certainement que cet effet confinement, de toute façon, a catalysé tout ça, et que ça a donné encore plus envie de connoter potentiellement son intérieur avec ces influences un petit peu plus lointaines pour s'évader un peu plus, on va dire. Première tendance identifiée. La seconde, c'est l'arty. Arty, donc là on est dans un univers clairement contemporain, et là le contemporain va oser se renouveler en allant chercher des influences clairement artistiques dans des courants picturaux éclectiques. Il n'y a pas de règles ou d'influences artistiques précises, mais pour s'ennoblir, pour se démarquer, le contemporain va vraiment aller chercher tout un tas de registres picturaux et formels très graphiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les matières aussi qu'on va rencontrer dans cette tendance s'anoblissent aussi. C'est là qu'on va trouver beaucoup de matières minérales, les marbres de toute texture, de toute couleur, les albâtres, des pierres très lumineuses, les travertins. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vivre au milieu des œuvres d'art, c'est un art de vivre? C'est un art de vivre. C'est un peu ça, hein? Voilà, absolument, c'est contemporain. D'accord. Deuxième identité. Troisième, la voici, c'est l'héritage. Alors là, on parle de quoi? Meubles de famille, meubles de métier? Absolument, donc ça c'est une méga tendance. Je me suis promenée un petit peu sur le salon et vraiment on la ressent, elle transpire, cette tendance héritage. Elle est intéressante parce que elle signe l'évolution de l'industriel qui allait chercher ses racines dans vraiment le mobilier d'usine, un peu froid, un peu loft. Et dans cette tendance vont s'agréger des influences beaucoup plus chaleureuses où on va aller chercher des choses dans l'atelier de l'artisan, la grange, les greniers. Et plutôt que simplement l'industriel, on va aller chercher des traces d'un savoir-faire un peu idéalisé où les meubles ont un vécu. Donc là, les bois sont clairement
Le dénominateur des bois, c'est plutôt des chênes, parce que sur la France, voilà, c'est le bois qui sert historiquement à faire du meuble. Mais le chêne, dans tout ce qu'il a de vécu, de fumé, de sali, d'abîmé, on va aller recréer ou chercher cette histoire du bois, et puis le métal, le verre, les matériaux. On est sur la recherche de mobilier qui a trait à l'artisanat. Il faut qu'on sente un peu le travail, la patte, la main de l'homme. Voilà, un mobilier qui a une histoire, et c'est cette histoire qu'on fait rentrer un peu chez soi en recréant, en invitant ces pièces un petit peu historiques. Voilà, c'est certainement très idéalisé. Ça s'adresse peut-être à des univers et des maisons un peu plus grandes, puisque c'est souvent des grosses pièces, des grandes tablées. C'est là où on va... c'est la maison de famille. Voilà, fantasmer les grandes tablées entre tribus, entre amis, dehors, dedans, dans la grange. Enfin voilà, c'est toute cette esthétique-là, mais c'est vraiment très présent. Donc 3 premiers courants identifiés, voyage, arty, héritage, et nous voici maintenant avec l'urban happiness. On a envie d'être heureux même en ville. C'est ça, même dans les espaces contraints, on a des dénominateurs communs. Alors, on va avoir là les influences qui sont encore très présentes, mais qu'on a édulcorées sur le scandinave. Les meubles sont sur pied, sont assez légers. Ce qui est intéressant, c'est sur ces tendances-là, on a besoin de travailler des produits multifonctions, parce que dans les espaces contraints, on a des séquences, on doit optimiser l'espace et coller aux différentes séquences. C'est l'optimisation du moindre centimètre carré. C'est ça, des éléments de meubles qui ont plusieurs utilisations à différents moments de la journée. Et puis pour répondre à cette contrainte d'espace un petit peu petit, c'est là où la nature et les plantes vertes vont faire vraiment leur grande entrée, en colonisant presque des meubles, en permettant à ces espaces peut-être un peu trop urbains de s'ouvrir à la nature. Et puis des meubles qui sont un peu moins opaques. On voit que les claustras sont très présents sous forme de petits paravents, de cloisons mobiles ou de choses de ce genre. Absolument. La transparence, le sentiment d'espace, c'est quelque chose de primordial aujourd'hui. C'est primordial, et c'est très vrai dans cette tendance urban happiness, puisque la lumière qui circule permet aussi de mieux vivre dans des espaces peut-être un peu plus citadins. Il y a quelques années, un constructeur automobile avait pris ce slogan pour une de ses voitures, et si le luxe c'était l'espace, il avait bien raison, et c'est complètement d'actualité dans notre secteur. Vous le disiez, Vincent, il y a quelques instants, parmi justement les fonctions qui apparaissent aujourd'hui dans l'habitat, vous me parliez de gaming. Alors, je suis certainement un mauvais exemple, j'ai jamais joué avec des consoles vidéo, etc. Mais c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui. On joue beaucoup à la maison, et ça concerne qui exactement? C'est fondamental, puisque aujourd'hui, 40% des foyers français pratiquent le gaming. Donc c'est quasiment un foyer sur 2 dans lequel on va à un moment donné jouer sur une console ou sur un smartphone. Et ce qui est très très intéressant, moi au départ j'imaginais que c'est un secteur qui touchait fortement les ados. Bien sûr. Parce que personnellement je joue pas. On leur met un écran, une console dans leur chambre et tout va bien. Et on est tranquille. Mais en fait, l'âge moyen du joueur aujourd'hui, sur la dernière étude que l'on a faite, c'est 39 ans. Et il y a autant de joueurs, de gamers de moins de 20 ans que de gamers de 60 ans. Ça veut dire que l'offre aujourd'hui, qui est plutôt basée sur des bureaux de gaming très carbone, très noirs, des LED, on peut se poser la question de savoir si ces bureaux vont réussir à s'intégrer dans tout type d'habitat, Bien sûr. notamment dans l'habitat d'une personne qui a une soixantaine d'années et qui est certainement meublée très différemment. Donc ça, de détecter ceci, ça permet d'imaginer des évolutions de fonction et des évolutions de style sur des produits que l'on aurait pu catégoriser comme purement techniques. On l'évoquait il y a quelques instants avec Céline, quand on parlait justement des petits mètres carrés qu'on peut avoir parfois en secteur urbain, la volonté d'avoir un mobilier qui soit évolutif. Est-ce qu'en ce qui concerne justement les attentes du consommateur, on peut là aussi, vous en tant que designer, travailler sur un mobilier qui va évoluer et peut-être changer de fonction d'une année ou d'une décennie à l'autre? Peut-être même à une échelle beaucoup plus courte, c'est-à-dire avoir différentes fonctions, être multifonction à différents moments de la journée. Par exemple, si on s'attelle à regarder en détail aussi l'activité du gamer, le gamer n'est pas seulement sur son ordinateur, sur un bureau avec son matériel individuel, c'est aussi une activité familiale. Et quand on pratique le gaming autour de la télévision, entre parenthèses des télévisions qui sont de plus en plus grandes, oui, et qui font de plus en plus le show,
et ben la table basse, enfin l'organisation de la table basse et les fonctions qu'elle propose doit être différent, enfin évolutive, pour pouvoir répondre à sa fonction initiale de table basse, c'est-à-dire l'apéritif entre amis, voilà, et le moment où je joue avec mes petits-enfants, j'ai besoin de ranger mon matériel. Voilà, donc c'est typiquement une illustration. Le gaming fait poser des questions sur la multifonctionnalité des éléments, et en l'occurrence, là, quand on parle du gaming, ça peut être dans le salon. Bien sûr. Et je reviens sur la fonction première de votre entreprise, à savoir se nourrir des attentes des consommateurs, avoir un bureau de designer pour proposer ensuite aux industriels des meubles, des façons de penser l'habitat qui puissent correspondre justement à leurs attentes. Vous parliez il y a quelques instants de la table du salon. On s'en est servi pour l'apéritif, parfois on va jouer, parfois on voudrait dîner aussi dans le salon plutôt que de dîner dans la cuisine ou auprès de la table de la salle à manger. Il a fallu repenser peut-être la fabrication d'une table de salon pour qu'elle puisse accueillir ces différentes fonctions. Oui. Depuis plusieurs années maintenant existe la table relevante qui permet du plateau repas. Mais aujourd'hui, le plateau repas, c'est pas uniquement la séquence repas devant la télé, parce que les apéritifs dînatoires entre copains où la table doit accueillir un apéritif pour 8-10 personnes, et ben c'est pas la même table qu'on va laisser toujours déployer tout le reste de la journée, tout le reste de la semaine, quand on fait autre chose devant sa télé, ou voilà. Donc vraiment, l'exemple de la table basse est assez parlant de ce côté évolutif et en permanente remise en question par rapport aux fonctions. Alors je reviens sur les écrans qu'il y a juste derrière nous. Je vois Génération Gamer et tout à l'heure je voyais à côté en vrac. C'est-à-dire quoi? Ça devient le bazar dans la maison, on met tout en vrac, c'est n'importe quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dès que j'arrive, voilà, j'en parle et ça passe. Le vrac, on s'est intéressé à la consommation en vrac, puisque c'est un phénomène de mode, donc on a posé des questions. Et aujourd'hui, 50% des personnes interrogées déclarent consommer une partie en vrac. Et ceux qui ne consomment pas en vrac, on leur a demandé s'ils comptaient s'y mettre, et ils sont 20% à désirer s'y mettre. Et on pense que c'est un phénomène qui va rester, durer, et on va devoir adapter le meuble, parce que les motivations de la consommation en vrac, c'est que c'est plus écolo et plus économique. Est-ce qu'aujourd'hui le mobilier est adapté justement à cette volonté de pouvoir consommer en vrac? 60% des interrogés déclarent que leur mobilier n'est pas adapté à la consommation en vrac. Parce que trop profond et qu'on ne trouve pas les boîtes. Une cuisine profondeur 60 standardisée, si on a ces bocaux tout au fond des placards, on ne sait pas ce qu'on a. Ça veut dire que l'on gaspille, parce qu'on travaille beaucoup en visuel. À une époque, on avait des vaisseliers, on avait des grainetiers. Je ne sais pas quand, mais à une certaine époque. On revient à l'héritage qu'évoquait Céline il y a quelques instants. Et on va remettre sur le marché, y compris dans des cuisines nomenclaturées, qui sont plutôt contemporaines et modernes, on va remettre, je pense, des fonctions qui vont permettre d'exprimer le vrac et de faciliter l'utilisation de ces produits en vrac. Retour des meubles de métier, retour des grainetiers, de tout ce qu'on évoquait il y a quelques instants. Pourquoi pas aussi le vaisselier avec le grillage à poules qu'on a eu chez nos grands-parents il y a quelques temps? Ça reviendra certainement, et on invite vraiment tous les industriels à réfléchir à ces solutions-là, parce que ça va être un moyen de séduire et d'évoluer avec son temps. Aujourd'hui, avec votre activité et votre société, vous avez pu identifier les besoins pièce par pièce, pratiquement dans la maison? Ou est-ce que, comme vous le disiez, il y a des attentes aujourd'hui très portées sur l'entrée de la maison et puis aussi sur la façon de consommer en vrac ou de pratiquer telle ou telle activité? On n'a pas étudié toutes les pièces de la maison. En fait, on étudie les comportements qui induisent des fonctions que l'on vient loger dans la pièce la plus adaptée. Si on parle du télétravail, qui est un sujet ô combien d'actualité, le télétravail nous amène à trouver des solutions sur la table à manger qui, pendant la journée, se transforme en bureau. Mais quand on a besoin de ranger ses affaires, on n'a pas forcément d'autre place. Donc on est en train de travailler des tables qui permettent d'accueillir en dessous du plateau tout un tas de rangements. Quand on est deux à télétravailler, pour ne pas se déranger, quand on est en conf call par exemple, on doit trouver de la place dans la chambre
Les chambres aujourd'hui sont plutôt réduites, une douzaine de mètres carrés. Donc on est en train d'imaginer qu'une armoire peut accueillir un bureau qui peut à un moment donné aussi servir de coiffeuse. Bien sûr, mais j'ai déjà rencontré effectivement quelques industriels et quelques sociétés présentes sur le salon. On évoquait le télétravail dans la cuisine, il y avait les plaques de cuisson, monsieur ou madame était en train de préparer à manger, les enfants faisaient leurs devoirs à côté. On a créé justement des petites parois de cloisonnement totalement transparentes en verre que l'on met, que l'on enlève, qui évitent les projections et qui permettent effectivement que tout le monde cohabite à ce moment-là. Une question aussi que j'aimerais vous poser. On a pu voir depuis quelques années justement que la façon de consommer la décoration et l'ameublement dans la maison avait énormément changé. On est peut-être moins attaché à du meuble que ce n'était le cas pour la génération précédente, celle de mes parents par exemple. Ils achetaient une commode en merisier, elle allait trôner pendant 30 ans dans le salon sans trop bouger. Aujourd'hui, on n'hésite pas à changer et de mobilier et de place et puis aussi parfois de customiser certaines pièces. Ah oui, c'est clair que le mobilier patrimonial est désacralisé et que aujourd'hui, les investissements meubles sont beaucoup plus liés à un réel besoin. Il y a beaucoup plus de mobilité, il y a beaucoup plus d'évolutivité dans la cellule familiale. Donc, c'est sûr que les consommateurs d'aujourd'hui ont oublié un petit peu cet investissement long terme et n'hésitent plus à renouveler, faire bouger, adapter, retaper, recycler. L'intérêt grandissant pour les meubles de seconde main aussi, qui est quelque chose d'assez nouveau. Donc c'est de réelles opportunités en termes d'offres produits pour coller à ces nouveaux besoins. En tout cas, il y a quelque chose qui est très rassurant pour le consommateur que je suis, c'est de savoir que je suis entre de bonnes mains. J'ai été pris en charge. La science est venue à mon secours. Vous avez fait des études pour savoir quelles étaient les attentes des consommateurs. Vous avez des bureaux de design et vous avez ensuite les industriels et les fabricants qui vont écouter ce que vous avez à leur proposer pour que notre quotidien soit encore plus facile à vivre dans les années prochaines. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Stéphane. Merci Stéphane.